Et je cède la parole à Richard Dessès pour cet entretien avec Patrice Huiban, que nous avions déjà reçu à cette antenne. Chers auditeurs, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, Patrice Huiban, président du Nouvel Essor français, et d'ailleurs qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Vers un nouvel essor français. Bravo pour cette cohérence. Patrice Huiban, nous vous recevons aujourd'hui parce que dans Vers un nouvel essor français, vous dessinez plusieurs pistes pour justement sortir du marasme dans lequel on est, et redonner à la France un nouvel essor. C'est exactement ce que Lecornu, Barnier, Bayrou, Macron, etc. nous expliquent, sauf qu'ils ne le font pas. Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, a, avant même de former son gouvernement, lancé une idée qui paraît pertinente. On va créer 2500 maisons de santé supplémentaires pour arriver à 5000 maisons de santé d'ici 18 mois. Alors, avec quel argent, on ne sait pas. Et ça permettra de faire en sorte que les Français soient soignés d'un bout à l'autre du territoire. Alors, à peine avait-il expliqué ça que plusieurs personnes ont fait remarquer que ces 2500 maisons de santé déjà existantes ne fonctionnaient pas si bien que ça, que par exemple certaines maisons de santé ont ouvert, mais les personnes qui les occupent sont déjà en train de partir à la retraite. D'autres ont dit avec quel argent, sous quelle obédience, est-ce que c'est le maire qui va s'occuper de la chose, et quel est le rôle des agences régionales de santé, et en fait on a l'impression que c'est une espèce d'idée qui a été lancée en l'air pour répondre immédiatement à un désir des Français, et qu'en fait ça n'a pas véritablement de substance. Non, tout à fait, c'est typiquement une fausse bonne idée. Et ça illustre que nos politiques, en fait, se mettent à travailler une fois qu'ils sont aux manettes. Sauf qu'ils sont obsédés par, non pas l'exercice du pouvoir, mais la conquête du pouvoir. Sauf que gouverner la France, ça ne s'improvise pas du tout. Une fois que vous êtes aux manettes, c'est un peu le grand 8 des fêtes foraines, vous êtes scotché au siège. C'est le temps de l'action, c'est plus le temps de la réflexion. Vous savez, on est un petit peu en 1958, mais sans le général de Gaulle en stock. Sauf que quand vous relisez Georgette Helget, De Gaulle à Matignon, donc il explique les 6 mois du général de Gaulle en tant que dernier président du Conseil de la 4ème République, et qui a remis le pays, entre guillemets, d'équerre en 6 mois. Comment il a fait? Il a signé plus d'une ordonnance par jour pendant 6 mois, mais il n'a pas improvisé. C'est-à-dire que pendant sa traversée du désert, sa dizaine d'années, il a travaillé. C'est-à-dire que le discours de 46 de Bayeux préfigurait la constitution de la 5ème République. Le discours de Saint-Étienne sur la 3e voie entre capitalisme et socialisme a préfiguré l'intéressement et la participation. Donc, vous voyez, il faut vraiment travailler ces dossiers avant d'arriver aux manettes. Parce qu'ensuite, voilà, on sort des mesures un petit peu, des effets de manche, de la communication. Mais derrière, comme vous dites, comment concrètement on fait? Et en plus, c'est une mesure qui tombe d'en haut, si vous voulez. Et nous, on propose autre chose. Alors, vous proposez autre chose, et notamment, ce que vous proposez, c'est en quelque sorte de rompre un certain nombre de monopoles étatiques, comme par exemple celui de l'assurance maladie, mais c'est aussi d'aider très concrètement les médecins à s'installer en échange en fait de contreparties. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est de faire un nouveau pacte avec les médecins. Aujourd'hui, quelle est la situation? Un médecin est financé à l'acte, un médecin généraliste, 30 euros. Ça a légèrement augmenté. La moyenne européenne, c'est 40 euros. Il réclame 50 euros. Et aujourd'hui, nos médecins travaillent beaucoup pour avoir le même niveau de rémunération que leurs homologues européens. Donc, ils travaillent plus pour avoir le même niveau de rémunération. Ils s'épuisent au travail, finalement. Et c'est au détriment du patient, parce qu'aujourd'hui, et je pense que nos auditeurs pourront peut-être en témoigner, c'est que quand vous arrivez avec 2-3 sujets pour une consultation, de plus en plus, le médecin va dire reprenez rendez-vous, en fait, pour avoir une nouvelle consultation. Donc, ils essaient d'enchaîner les consultations pour avoir un revenu décent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de négocier avec les médecins. On peut partir sur 40 euros comme la moyenne européenne, la consultation, mais pas sans contrepartie. Sachant qu'on sera toujours gagnant, puisque un passage aux urgences coûte entre 200 et 250 euros. Tous les spécialistes le disent, notamment des rapports parlementaires, des rapports du Sénat. Alors, quelles sont ces contreparties? Alors, pardonnez-moi, donc, oui. Pour le redire autrement, si on augmente la rémunération des médecins, les médecins seront plus disponibles et traiteront mieux le patient. Et surtout, avec un peu de chance, il y aura plus de médecins installés un peu partout. Rappelons que dans ces maisons de santé actuelles, il y a par exemple la maison de santé à Varennes, comprend des sages-femmes, des psychiatres, des orthophonistes, des psychologues et des infirmiers, mais pas de médecins généralistes. Ces médecins seront plus disponibles, mieux répartis sur le territoire,
et on paiera 40 € au lieu d'être obligé d'aller aux urgences où ça coûtera 250 € à la communauté. Donc un gain immédiat de 210 €. Voilà, il faut utiliser ce qu'on n'utilise plus avec les médecins, qu'on utilise avec d'autres professions médicales, c'est le levier du conventionnement avec l'assurance maladie. Les médecins ne sont pas libéraux en fait, ils sont financés par nos cotisations sociales. Et donc, en contrepartie, alors s'ils veulent être vraiment libéraux, ils ne sont pas conventionnés, mais là, c'est plus difficile d'avoir sa patientèle. Donc, en contrepartie de cette augmentation de 40 voire 50 € la consultation, 3 obligations. Rétablissement de l'obligation de garde à l'entrée des urgences, pour faire le tri, entre guillemets. Ensuite, l'obligation de consulter et de remplir mon espace santé. C'est une coquille vide aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en digital. On est entre guillemets infoutu d'avoir un dossier médical. On a régressé. Avant, on avait notre fameux, je dirais, carnet de santé qu'on amenait pieusement chez le médecin. Aujourd'hui, vous arrivez chez le médecin, il n'a pas votre profil médical. Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes prescriptions? On estime qu'il y a 30% d'ordonnances inutiles. C'est du gaspillage à grande échelle. La moyenne OCDE, c'est 15 à 20%, parce qu'on n'aura jamais zéro, évidemment, dans le doute, on prescrit. Mais 10 points, ne serait-ce que 10 points d'écart sur les 325 milliards de dépenses de soins complémentaires comprises. Vous faites le calcul, c'est plus de 30 milliards de gaspillage en ordonnances. Et enfin, dernière obligation, c'est liberté d'installation encadrée en début de carrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer où il y a trop de médecins. Comme par hasard, on peut constater qu'il n'y a pas de déserts médicaux pour les infirmiers, libéraux, les kinés, les pharmaciens. C'est étonnant, non? Voilà, donc... Quand vous dites que c'est étonnant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'en contrepartie du conventionnement avec l'assurance maladie, vous avez des obligations. C'est-à-dire que, voilà, vous ne pouvez pas installer une pharmacie, vous installer en tant qu'infirmier libéral et en tant que kiné. Là, il y a trop de praticiens dans votre domaine d'activité. Donc, ce sont des professions qui réussissent à s'organiser et quand la densité est suffisamment importante, la loi oblige à s'installer là où la densité est plus faible. Tout à fait. Et surtout mais pas pour les médecins. Tout à fait. Surtout que depuis 2020, on a mis fin au numerus clausus. Donc, on commence petit à petit à, entre guillemets, refabriquer des médecins. Donc, voilà. Donc, si on fait ça, non seulement rapidement on désengorge les urgences, on fait des dizaines de milliards d'économies et en plus on améliore, je dirais, le suivi des patients. Parce que le fait de ne pas partager les données de santé entre praticiens, non seulement c'est un gaspillage énorme, mais en plus on peut estimer qu'il y a plusieurs centaines de morts évitables aux urgences. Quand vous arrivez aux urgences inconscient qu'on n'a pas votre profil médical, c'est un peu la roulette russe. Sans compter tous ceux qui sortent, et je pense que certains auditeurs peuvent en témoigner au regard de ce qu'ils ont pu vivre ou de leur famille, vous pouvez sortir aussi avec des séquelles à vie. Voyez. Donc c'est un gaspillage à grande échelle et en plus, je dirais, ça engendre des prescriptions médicales erronées avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Ce dossier médical personnalisé, effectivement, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il y a eu un groupement public qui avait été monté pour le développer et le déployer. Pourquoi est-ce que les médecins sont réticents à l'idée de le nourrir? Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de le nourrir? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, avec tous les systèmes informatiques qui existent aujourd'hui, une espèce de vase communicant entre l'ordonnance qui a été émise, l'examen qui a été demandé? Tout circule déjà par tous ces merveilleux tuyaux numériques. Pourquoi est-ce que le seul vase qui n'est pas rempli, c'est le DMP? Il est en partie rempli, mais ce n'est pas systématique. Voilà, il faut que systématiquement il soit consulté et rempli. Parce qu'en fait, voilà, les médecins ont leurs usages, ils ont leur propre logiciel, et d'ailleurs ils hébergent avec des prestataires qui ne sont pas forcément souverains, puisque vous devez, si vous voulez, avoir un prestataire qui est certifié hébergeur de données de santé, HDS, mais c'est une certification qui atteste d'un certain nombre de critères au niveau de la cybersécurité, mais pas de l'étanchéité par rapport à l'extraterritorialité du droit, notamment américain. Donc, ce qui fait que les trois grands hébergeurs aujourd'hui, Google, Amazon, Microsoft, sont certifiés HDS. Donc, vous voyez, c'est encore, non seulement c'est du gaspillage, non seulement on a des morts évitables aux urgences, mais en plus, le fait qu'on ne concentre pas nos dossiers médicaux dans ce fameux Mon Espace Santé géré par la Caisse nationale d'assurance maladie, vous avez une partie de nos données cliniques qui sont utilisés par les GAFAM potentiellement. Et c'est un marché énorme parce qu'avec de l'intelligence artificielle sur ces données médicales, vous pouvez fiabiliser des diagnostics. Vous êtes capable de détecter des risques de cancer peut-être 4 à 5 ans en avance, si vous voulez. Vous êtes capable de fiabiliser le diagnostic d'un radiologue. Et donc, ça a des conséquences sanitaires assez énormes, en fait. Dans la vie quotidienne. Là, pour le moment, la France n'a pas cette souveraineté numérique. Il y a même 2 ou 3 scandales, on l'a vu, sur la manière dont les données de santé ont été traitées pendant les 2 quinquennats macroniens. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser
que cette souveraineté numérique médicale est possible? Est-ce que, vous évoquez l'intelligence artificielle, est-ce que les médecins sont capables de s'organiser pour véritablement mutualiser un certain nombre de ressources qui sont déjà, ils sont déjà mutualisées? Est-ce que surtout on est capable de faire en sorte que les médecins n'aient pas l'impression en fait d'être les moins aimés du système de santé, avec des obligations sans cesse augmentant en matière de renseignement, avec un travail administratif considérable, contre une rémunération, où ils sont devenus quasi fonctionnaires, contre une rémunération qui, elle, est franchement médiocre. Justement, c'est une sortie par le haut qu'on leur propose, parce qu'on aime nos médecins. Au contraire, mais on veut mieux les rémunérer, mais ils ont quand même une responsabilité sociale, puisqu'ils sont financés donc par notre argent, l'argent public, les cotisations essentiellement, donc les cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou salariales. Donc, les médecins ont des obligations vis-à-vis de la société, vous voyez. Ou alors, si vraiment vous voulez être libéral, vous n'êtes pas conventionné, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est plus difficile d'avoir sa patientèle. Donc, voilà, quand on n'est pas conventionné, donc on n'est pas soumis aux tarifs, et donc on peut vendre la consultation 250 € si on veut. Exactement. Si on veut. Et dans le modèle qu'on propose, eh bien, on peut s'installer où on veut, on n'est pas obligé de remplir mon espace santé, d'être soumis à des obligations de garde, voilà. Mais c'est du gagnant-gagnant, si vous voulez. On essaie de sortir par le haut. Parce qu'aujourd'hui, le système est en crise, et on voit bien que nos praticiens souffrent à l'hôpital, mais pas que. Et donc, tout le monde est perdant dans le système actuel, finalement. C'est un gouffre financier, c'est je répète, des morts évitables aux urgences, des séquelles à vie derrière, c'est des données qui nous échappent. En fait, c'est du perdant-perdant aujourd'hui. On ne peut que mieux faire, finalement. Mais pour mieux faire, ce n'est pas des mesures gadgets, c'est travailler les dossiers, discuter avec des gens puissants. Vous savez, un bon politique, c'est fort avec les forts et bienveillant envers les faibles. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire aux Français, c'est, vu la situation financière du pays, soit c'est la punition collective, et en l'occurrence, des remboursements de la part assurance maladie des consultations médicales, peut-être augmentation, si vous voulez, des quotes-parts non remboursées sur les médicaments, etc. Donc, c'est la punition collective. Ou soit, il faut dire aux Français... Qui est la voie qui a été choisie par Bayrou. Exactement. Ou soit, il faut dire aux Français, aidez-moi à mettre de l'ordre dans l'arrière-boutique et à discuter avec un certain nombre de lobbies qui vous font la laine sur le dos. Alors, ce n'est pas vraiment le cas des médecins, parce qu'ils sont plutôt victimes du système, mais en gros, on va discuter avec les médecins, on va essayer de sortir par le haut, avec, le pacte que nous proposons. Revenons sur cette mesure de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu propose donc de développer sur tout le territoire des maisons de santé. Après les Gilets jaunes, il y avait aussi une idée, c'était... des maisons de services publics qui permettaient, là aussi, par rapport à toutes ces petites villes où la poste a fermé, où la trésorerie n'existe plus, on remettait des agences locales regroupant un certain nombre de services publics avec des vraies personnes derrière des vrais guichets. Donc, on a l'impression que le pouvoir se rend bien compte que ce que les gens veulent, c'est un pouvoir proche, un pouvoir visible, un pouvoir lisible. Et Sébastien Lecornu duplique en fait la formule de ces agences locales de services publics sur le système centre de santé. Oui, c'est ça. C'est une mesure qui tombe d'en haut, sans avoir étudié les modalités, sans avoir discuté avec les principaux protagonistes. Et c'est une mesure quelque part dirigiste. Et on voit bien que c'est une mesure un peu gadget pour effectivement dire qu'on va faire quelque chose, encore une nouvelle promesse. Mais c'est même pas le diable est dans le détail, là, c'est l'éléphant qui est dans la pièce, parce que franchement, par miracle, on va créer comment? On va créer quel médecin? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les inciter à y aller, en fait? Et après, on va créer des iniquités, parce qu'on va dire, on va mieux rémunérer peut-être les médecins qui vont accepter d'aller dans ces territoires, moins bien rémunérer ceux qui restent dans des zones suffisamment dotées, vous voyez, mais on crée des usines à gaz, en fait. Faisons des choses simples, mais ça nécessite de faire un pacte à l'échelle nationale, systémique. Et pas des mesures qui ensuite vont générer dans l'application, comme je l'ai dit, beaucoup de mesures dérogatoires et donc, je répète, une espèce d'usine à gaz. Alors cette usine à gaz, c'est vraiment le péché mignon de l'administration française qui veut à chaque fois régler par le haut avec un système parfait qui, dès qu'il commence à cascader, rencontre les réalités du terrain. François Sauvadet, président UDI du conseil départemental de Côte d'Or, explique que... plutôt que faire France Santé, quelque chose de vertical, il faudrait départementaliser les agences régionales de santé. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de M. Sauvadet? Alors, le problème, c'est de confier... France Santé étant le nom... confier la santé aux échelons décentralisés, vu qu'il y a la libre administration des collectivités locales, ça risque de générer un certain nombre
différence de traitement dans les territoires. Je pense que les Français sont attachés en matière de santé à un traitement équitable sur le territoire. Et moi, je serais plutôt favorable. Déjà, le fait de faire ce nouveau pacte, ça va rééquilibrer l'offre de ville et l'hôpital, et en partie le médico-social. Donc, quelque part, quid des ARS, parce que les ARS sont là pour essayer d'équilibrer l'offre de soins, mais sur un mode incitatif. On voit bien que ça ne marche pas. Donc finalement, incitatif, on supprimerait... c'est-à-dire proposer d'augmenter un peu le prix de la consultation. Oui, voilà, ou alors d'essayer de négocier localement, ou de voir avec je dirais les maires pour voir ce qu'on peut faire pour aider un praticien à s'installer, si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment des rustines. Et donc, je pense qu'il faut... non, les ARS, il faut les supprimer. Il faut que la régulation des services publics au niveau local soit faite par le préfet. Hein, c'est sa mission. Et donc, les 800 millions d'euros des ARS, si vous voulez, en partie, on peut les mettre dans les hôpitaux. Hein. Et à mon avis, ce sera un peu mieux utilisé que d'avoir beaucoup de fonctionnaires, je dirais, dans l'administration de gestion et pas l'administration de terrain. 800 millions d'euros, c'est le coût annuel de fonctionnement de l'ensemble des agences régionales de santé. Exactement. Et on voit bien, on a vu pendant la crise sanitaire. Et qui en fait, sont là purement pour administrer et qui ne distribuent aucun soin. Oui, c'est ça. Ils essaient d'équilibrer l'offre de soins, mais sur un mode incitatif, sur un mode, je dirais, voilà, ils essaient de compenser les défauts de notre système. Donc, les défauts du système qu'ils ont eux-mêmes inventé. Oui, et puis surtout, je répète, c'est pas avec je dirais l'absence, avec la liberté d'installation des médecins, je dirais l'absence, on a supprimé l'obligation de garde des médecins en 2002. Vous voyez, donc on a tout lâché finalement aux médecins, alors qu'ils ont toujours la convention avec l'assurance maladie. La convention avec l'assurance maladie, c'est un contrat avec des droits et des devoirs. Ce qu'on applique, je répète, à d'autres professions médicales. Donc sortons par le haut, les médecins disent ne pas être assez rémunérés, ils ont raison à l'échelle européenne, donc augmentons le tarif à l'acte et rétablissons un certain nombre d'obligations en face. Et si on veut être, je répète, libéral, on n'est pas conventionné. C'est simple en fait. Patrice Huban, je rappelle que vous êtes président du Nouvel Essor français, et donc un mouvement politique qui porte l'idée d'une France rénovée et pas, engagée sur la voie du libéralisme à tout crin ou du socialisme sans frein. Et est-ce que ces idées, vous les avez testées justement avec les médecins ? Est-ce que vous avez approché les syndicats de médecins ? Alors, pas les syndicats, mais avec des praticiens. Donc, l'idée, c'est de créer des synergies entre l'intelligence d'expertise et d'expérience. Donc, il ne faut pas laisser les dossiers qu'à des experts, parce qu'ils ont leur propre biais. Hein. Il y a du corporatisme, il manque d'imagination, d'audace, ils s'enferment dans le juridisme, si vous voulez. Donc, parce qu'à la fin, qui décide ? Le consommateur de politique publique, c'est le Français. Donc lui, il veut un effet à obtenir. Alors le comment, c'est le rôle effectivement des praticiens, c'est le rôle des hauts fonctionnaires, etc., etc. Donc nous, voilà, on est dans une veine gaullienne, parce que le terme gaulliste est tellement galvaudé. Mais c'est quoi le gaullisme originel ? Pourquoi il est intemporel ? Parce que c'est pas une idéologie en fait. C'est une très grande ambition pour la France et des mesures de bon sens en fait, du pragmatisme. Et donc ce qui fait qu'on essaie de voir ce qui marche à l'étranger, dans des territoires en France, et on essaie de trouver la voie de passage, et en frottant les cervelles les unes contre les autres, si vous voulez. Et en faisant ça, on se rend bien compte que si vous n'avez pas analysé les dossiers, c'est la catastrophe, parce que vous improvisez comme aujourd'hui. Et tout se tient. Diriger la France, ça ne s'improvise pas. Tout ce que vous proposez sur l'agriculture interagit avec ce que vous proposez sur l'économie, sur l'écologie, tout est lié en fait. L'immigration, la sécurité, la justice, tout est lié. C'est systémique. Et si vous ne faites pas ça, finalement, vous avez des gens qui arrivent au pouvoir avec des gouvernements qui sont constitués non pas sur la base d'un projet, mais sur la base des accords politiciens, avec des ministres qui ne pensent pas la même chose les uns vis-à-vis des autres. Et puis, vous avez des mesures contradictoires. Vous avez le ministre de l'économie qui nous a dit pendant des années qu'il fallait réindustrialiser. Et en même temps, vous avez le ministre de l'écologie qui vous fait la loi climat et résilience avec le zéro artificialisation nette. Sauf que l'industrie a besoin de foncier, a besoin de terrain. Donc, si vous bridez le foncier, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, c'est une succession, sans compter l'énergie, etc. C'est une succession d'injonctions paradoxales et on en est là aujourd'hui, au bord du précipice. Donc en 58, mais sans De Gaulle en stock pour l'instant, hélas. Donc il faut préparer le terrain, à défaut d'avoir un général de Gaulle, et au moins préparons-lui, je dirais, un projet qui tient la route et qui soit tout de suite, je dirais, capable d'être mis en œuvre et de rétablir rapidement la situation. Merci beaucoup Patrice Huban, il nous reste une petite minute. Malgré tout, un choix sur, un commentaire sur une autre des déclarations de Sébastien Lecornu qui vous a étonné ?
Non, pour l'instant, non, on attend de voir. On attend de voir, mais c'est vrai que j'étais surpris, alors que le gouvernement n'est pas constitué, d'avoir une déclaration qui tombe, mais sans modalité précise. Moi, j'attends de lui qu'il y ait un projet global, je dirais, qui nous dise, voilà comment on va essayer de sortir de l'ornière sur le plan économique, sur le plan du régalien, de la sécurité, l'immigration, la justice, en lâchant la bride sur le cou de nos PME, en supprimant, par exemple, les aides publiques aux entreprises. Vous voyez, les aides publiques aux entreprises, ça ne coûterait rien aux finances publiques et ça boosterait l'économie française et donc avec des rentrées fiscales. Parce qu'aujourd'hui, qui profite des 2300 aides publiques aux entreprises, c'est plutôt les grands groupes qui peuvent contourner les prélèvements obligatoires par leurs filiales à l'étranger et qui ont les compétences juridico-administratives pour remplir les CERFA et bénéficier de l'ensemble de ces aides. Et ça se fait au détriment des PME. Et c'est plus de 100 milliards d'euros. Donc vous baissez les taux massivement et vous supprimez ces aides publiques et vous donnez un sacré ballon d'oxygène à nos PME. Donc le capitalisme à visage humain. Voilà, nous avions le plaisir de recevoir Patrice Huybans, président de Un Nouvel Essor Français. Et voici le programme Vers un Nouvel Essor Français aux éditions Valeurs Ajoutées. C'est tout un programme. Merci beaucoup, Patrice Huybans.